Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et ce soir avec la team Webash on parlera de ChatGPT. Vous savez, on vous avait déjà présenté il y a quelques semaines une intelligence artificielle qui répondait aux questions de façon très spécifique, une IA qui a même été utilisée d'ailleurs pour tricher à des examens, mais les professeurs s'en sont rendus compte à cause des similitudes dans les réponses. En tout cas, cette intelligence artificielle fait beaucoup parler d'elle et elle a d'énormes potentialités. On en parlera après la coupure pub, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 17 janvier 2023 et nombreux sont les syndicats à appeler à la grève générale ce jeudi contre la réforme des retraites. Si le gouvernement la juge nécessaire pour sauver notre système par redistribution, ce n'est pas le cas de la société civile, opposée à plus de 70%, mais aussi d'économistes qui voient une simple manœuvre politique. Au sein de l'éducation nationale, la mobilisation s'annonce massive. À la FSU, ils militent pour la retraite à 60 ans avec 37 annuités et demie au lieu des 43 proposées par Emmanuel Macron. Le reportage. Aujourd'hui, dans le cadre de la mobilisation nationale contre la réforme des lycées professionnels, la FSU a mobilisé un certain nombre de collègues. Nous dénonçons le fait que le gouvernement veuille réduire donc, la formation initiale des jeunes en lycée professionnel, ce qui vont sûrement les amener à ne pas pouvoir suivre des études supérieures correctement. Mais surtout, aujourd'hui, nous appelons l'ensemble des collègues, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient administratifs, infirmiers ou psychologues scolaires, nous appelons l'ensemble donc, des fonctionnaires de l'éducation à participer massivement jeudi à la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et nous donnons donc rendez-vous devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Cette réforme n'est pas à faire parce que les retraites sont financées. Cette réforme n'est pas à faire parce qu'elle va obliger les collègues à travailler plus longtemps et donc se retrouver sûrement en grande difficulté en termes de conditions de travail à 65 ou à 67 ans. Et puis surtout, cette réforme n'est pas à faire tout simplement parce qu'elle va diminuer nos niveaux de pension. Et sachant par ailleurs que nous perdrons également les 40%, c'est donc un certain nombre de collègues qui, une fois retraités, vont se retrouver paupérisés. Ce n'est pas acceptable pour la FSU. La retraite, c'est 60 ans et c'est 37 annuités et demie, pas plus, pas moins. L'INSEE lance l'enquête annuelle du recensement de la population. L'occasion pour nous de dresser un bilan démographique et le verdict est clair. La Guadeloupe se meurt. En 2022, l'on compte 378 000, j'en perds mon latin. On compte 378 000 habitants, soit 24 800 de moins qu'en 2012. En 10 ans, nous avons donc perdu l'équivalent de la ville de Petit-Bourg. Rien que ça, une situation inquiétante sur un territoire qui compte plus de décès que de naissances en 2021. Regardez. La méthode principale de recensement, c'est par Internet. C'est-à-dire que les administrés vont aller sur l'ordinateur pour remplir les fameux questionnaires, pour nous donner les informations qui sont nécessaires. Effectivement, l'année dernière, c'était déjà le cas, mais en Guadeloupe, le taux de participation sur le mode de scrutin était à 13% et le reste était fait par papier. Donc on veut vraiment inverser la tendance, sachant qu'au niveau métropolitain, on est plutôt sur du 50 à 60% de taux de réponse par Internet. Alors pourquoi répondre par Internet ? Parce que c'est plus rapide. C'est plus simple aussi pour les administrés et effectivement, pour nous, derrière, c'est un gain de temps parce qu'on récupère directement l'information. Et j'insiste sur le fait que la confidentialité est aussi encore plus respectée par Internet parce que du coup, tous les fichiers sont sécurisés. Et c'est aussi un effet Covid, on va dire. Ça permet aussi moins de contacts et voilà. Donc, tout ça fait que maintenant, la collecte principale, le mode principal de collecte se fait par Internet. Les derniers chiffres qu'on a qui sont parus, qui paraissent aujourd'hui dans le bilan démographique 2021, c'est le nombre d'habitants au 1er janvier 2022, qui correspond en réalité à l'année 2021. Donc, on a 378 450 habitants à peu près. Donc, on a perdu sur la décennie, c'est-à-dire entre 2021 et 2011,
24 850 habitants globalement. Donc ça correspond à la taille d'une commune de Petit-Bourg qu'on aurait perdu en 10 ans en Guadeloupe. C'est comme si on supprimait Petit-Bourg du département. Ces chiffres sont expliqués d'une part par le solde naturel. Donc le solde naturel, c'est le nombre de naissances moins le nombre de décès. Pour la première fois depuis des années, pour la première fois d'ailleurs, le solde naturel est négatif. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès que de naissances en Guadeloupe en 2021. Donc on est à moins de 145 habitants, juste par rapport à ce seuil. La méthode est différente suivant la taille de la commune. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, on recense tout le monde une fois tous les 5 ans. Donc cette année sont concernées les communes de Anse-Bertrand, Bouillante, Vieux-Fort et la collectivité de Saint-Barthélemy. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, c'est une enquête par sondage. Donc chaque année, en fait, on va interroger qu'une partie des habitants de la commune. Donc il se peut qu'un habitant, par exemple, de Petit-Bourg ne soit pas recensé cette année. Il le sera peut-être l'année prochaine ou les années précédentes. Et avoir une démographie en baisse doit faire partie des pires indicateurs qu'on puisse avoir. Et en Guadeloupe, faute de médecins et de spécialistes, vous pouvez attendre au moins 6 mois pour un rendez-vous ou devoir camper devant un cabinet dès 3h ou 4h du matin pour une consultation. Alors face aux déserts médicaux et au caractère insulaire des îles du Sud, le rectorat de Guadeloupe signe une convention avec le GIPRASPEG, un engagement santé qui doit permettre d'améliorer la prise en charge des enfants et ainsi favoriser leur réussite scolaire. Le reportage. Cette convention, elle a un grand intérêt pour nous, parce que nous avons constaté lors des visites médicales, des dépistages infirmiers, les parents se plaignaient d'avoir des difficultés pour rencontrer un médecin traitant parce qu'il y a des déserts médicaux, des difficultés pour consulter une orthophoniste parce que le délai de prise en charge était beaucoup trop long. Donc nous, avec cette convention que nous avons signée, que Madame la rectrice a signée, avec le DAC, ça nous permettra d'avoir une plateforme, de proposer quelque chose aux parents et que tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, quel que soit leur lieu d'habitation, parce que nous avons un problème aussi au niveau des îles du Sud, les dépendances, les IRAD, Marie-Galante, les SAT, parce que les parents, entre l'heure de la consultation et l'heure des transports, il y avait un souci. Donc là, avec cette convention, tout sera organisé pour favoriser la réussite de nos élèves. Notre objectif, c'est la réussite de nos élèves. Ça, c'est par rapport à la prise en charge et aussi tout ce qui est action d'éducation pour la santé, de prévention sur certaines thématiques que nous avons prédéfinies, toujours dans ce contexte de santé publique. L'idée, vraiment, c'est d'être en proximité et quel que soit le lieu sur le territoire, sur la Guadeloupe et les îles du Sud, pouvoir apporter des réponses à la communauté éducative. On attendait justement cette convention. Je pense que l'Éducation nationale, le rectorat attendait cette convention qui leur permettra de pouvoir être rapidement dans un accompagnement spécifique, tant sanitaire, social et médico-social, auprès de ces enfants qui pourraient vivre des situations un peu particulières. Il faut également dire qu'au niveau du GIPRASPEG, nous avons des programmes d'éducation thérapeutique, et notamment asthme par exemple, et les élèves vont pouvoir être accompagnés, avoir ce soin un peu spécifique et qui se traduira par des séquences et des séquences d'information, des ateliers au sein de leur établissement, voire même au sein de l'unité d'éducation thérapeutique du GIPRASPEG. Nous poursuivons cette action de proximité auprès des partenaires et des acteurs qui sont en difficulté ou bien qui pourraient se trouver en difficulté. Il faut anticiper et couvrir la Guadeloupe et être au plus près des réalités, au plus près de l'action. C'est notre territoire de santé, nous ne le faisons pas seul, avec nos partenaires, notamment l'Agence régionale de santé, le conseil départemental, le conseil régional, l'association des maires, le rectorat et l'ensemble des partenaires du sanitaire, du social et du médico-social. Vraiment, il faut répondre aux préoccupations et aux situations complexes que nous vivons au quotidien.
Un reportage signé Olivier Félix. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que les températures sont particulièrement fraîches ces temps-ci, donc n'hésitez pas à renforcer vos systèmes immunitaires et ceux de vos enfants. Victime d'inondations l'an dernier, l'école Notre-Dame-de-Grâce à Petit-Pérou retrouve enfin des couleurs. Grâce à un partenariat avec l'entreprise La Seigneurie, les locaux ont été repeints ce week-end par des bénévoles. Pas moins de 60 000 € de matériel ont été mis à disposition pour l'opération. Une belle initiative que l'on salue. Regardez. Vous êtes là aujourd'hui parce qu'il s'agit de l'inauguration du projet Colorful, premier projet en Guadeloupe, initié par nos voisins, la Seigneurie et leur fondation PPG. Voilà, et donc ils nous ont choisis pour participer à ce premier projet. Aujourd'hui, et c'est l'inauguration. Ce projet a commencé au mois de décembre et donc s'achève aujourd'hui. Eh bien, il consistait à embellir l'école, les murs de l'école, à mettre de nouveaux jeux dans la cour, à embellir aussi les jardins. Et puis voilà, globalement, je pense que c'est réussi par rapport aux résultats que nous obtenons aujourd'hui. Ça vient déjà, nous sommes voisins, on se connaît, on est voisins depuis plus de, je crois, de 50 ans, aux Abîmes. Et ils ont été traumatisés avec Fiona, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, des inondations. Nous, on a la possibilité, via une fondation PPG, d'amener un peu de fonds et de gérer un projet. Donc le choix s'est fait naturellement. Tout simplement la proximité, les enjeux pour l'école, pour les élèves. Et ça s'est fait très rapidement. Alors ce projet a commencé au mois de juin et à la suite c'était le premier contact pour nous informer, pour nous dire en quoi cela consisterait. Et après, donc, Madame Acassin, la directrice commerciale, m'a expliqué. Elle a rencontré l'équipe pédagogique. Et ensuite, nous avons présenté aux parents au mois de septembre lors des premières réunions parents-enseignants. Et ça a vraiment débuté. Les interventions des professionnels, la participation des élèves avec le concours de dessin, l'intervention des bénévoles samedi dernier. Tout ça, c'est fait. Ça a commencé en décembre et c'est terminé donc, là au mois de janvier. On a dépensé un peu plus de 60 000 € sans compter le bénévolat. Donc c'est pas si simple que ça. Mais dès qu'on pourra, si on récupère, si la Fondation veut bien nous aider, on continuera évidemment. Puisque quand on voit comment on est accueilli, quand on voit le résultat, ça donne envie tout simplement. Et puis le principe de Colorful, la couleur c'est la vie. Nous on est marchands de couleurs, c'est notre principe de base. Et on sait que de toute façon, pour le bien-être de tout le monde, ça passe par là. Donc si on peut le faire, on le fera. Un reportage signé Michel Depape. Et on enchaîne avec la visite de la région Guadeloupe sur le chantier de l'hippodrome Saint-Jacques à Anse-Bertrand. Aujourd'hui, nous avons tenu à venir ici vraiment pour montrer à la population guadeloupéenne que les travaux avancent très bien avec une entreprise guadeloupéenne qui a déjà fait ses preuves, mais surtout qui fait jouer les clauses sociales. Nous avons un jeune militaire qui est là, qui est recruté par l'entreprise en présence de son commandant. Je crois qu'ils sont 4 sur le terrain pour leur formation et par la suite, je pense que certains seront recrutés par l'entreprise. Donc c'est ça qui est important pour nous, construire d'accord, mais penser aux jeunes Guadeloupéens en même temps. Et on espère, si Dieu le veut, pour juillet 2024, pour le Grand Prix du Conseil régional, pouvoir inaugurer et livrer à la Guadeloupe cet hippodrome qui sera le plus grand de la Caraïbe. Et on espère autour de cela mettre en place d'autres activités, d'autres manifestations, car je crois qu'il y a 12 réunions, il y a 12 réunions, peut-être on montera plus, mais aussi faire vivre cet hippodrome quand il n'y a pas de compétition. Je suis tout à fait satisfait de constater que le chantier avance bien et que Anse-Bertrand, avec sa surface foncière, peut accueillir un tel projet, je dirais, en toute sérénité. Et je ne doute pas que les Guadeloupéens vont y adhérer et que ce projet aura non seulement une envergure guadeloupéenne, région Guadeloupe, mais aussi caribéenne et voire nationale, puisque le PMU pourra s'y implanter et faire des courses comme n'importe quel hippodrome de France. C'est un outil qui est indispensable pour la Guadeloupe, pour l'activité.
parce que c'est une activité sportive, oui, mais c'est aussi une grosse activité économique. C'est une activité qui s'autofinance grâce au PMU. Donc, nous organisons 12 réunions dans l'année. Et là, nous aurons un outil qui permettra aux gens de préparer leurs chevaux, d'entraîner leurs chevaux pour pouvoir, je dirais, affronter l'adversité et puis bon, pour avoir des courses régulières. Donc, actuellement, on est sur le chantier de la piste. Donc, on a un volume de terrassement, j'allais dire, très, très important, parce que c'est le plus gros chantier de terrassement de la Guadeloupe actuellement. Et vous voyez, enfin, bon, ça a commencé, on va dire, en septembre, mais comme chacun sait, on a eu beaucoup d'intempéries, beaucoup de pluie. Et ici, comme c'est un terrain hétérogène, donc on a du tuf, on a aussi de l'argile. Donc une fois que le terrain est détrempé, on peut même pas, on peut pas quasiment pas y accéder, donc on ne peut pas envisager des travaux. Les avantages aussi du projet, on a mis en place un partenariat avec le RSMA. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin là-dedans, mais on a actuellement 4 stagiaires qui sont sur nos engins. Et même sur un de nos camions dernièrement arrivés, avec des embauches à l'issue de leur stage. Sur ce chantier, ça se passe très, très bien. J'ai commencé il y a déjà une semaine, là c'est ma 2e semaine, et franchement je suis très fier, ça se passe bien. Et maintenant, nous parlons tennis avec Nestor Luce, élu au sport à la ville de Petit-Bourg. Bonsoir Monsieur Luce. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Alors la ville de Petit-Bourg qui organise de nouveau le tournoi ITF, donc un tournoi de tennis qui est dédié aux femmes. 32 joueuses sont sélectionnées cette année, 14 nationalités différentes, 3 joueuses guadeloupéennes ont été invitées. Est-ce qu'on peut dire qu'on monte en gamme ? Mais bien sûr, puisqu'après 2 ans d'interruption, le tournoi international de tennis de Petit-Bourg revient cette année avec un plateau très, très intéressant, puisque comme vous l'avez dit, nous avons 32 joueuses dans le tableau final et de 17 nationalités. Et c'est dire effectivement que cette compétition qui est très attendue par tous les amateurs de tennis en Guadeloupe, si le temps nous donne une petite faveur, ce sera un moment très, très important. Eh bien, dans ce cas-là, une faveur vous sera accordée, puisque effectivement vous avez invité 3 joueuses guadeloupéennes à venir justement se mesurer à ces joueuses internationales. Est-ce que c'est important justement de créer des créneaux sur lesquels nos joueuses peuvent bien se placer ? Bien sûr, puisque ce tournoi quand même est réservé aux joueuses en devenir, parmi les meilleures au monde. Et c'est l'occasion pour nous aussi de permettre aux jeunes guadeloupéennes qui sont également en devenir de se confronter à ce qui se fait de meilleur sur le territoire. Et c'est pour ça que nous avons invité 3 guadeloupéennes. La jeune Tomias Miranda, qui est en formation à Barcelone chez Bruguera. Et puis 2 autres, Nina Bernier et Kaya Kagan, qui malheureusement a été éliminée cet après-midi par une Chinoise. Donc, il nous en reste quand même 2. Il nous en reste 2 et on fonde beaucoup d'espoir sur elles. J'espère qu'elles nous écoutent, parce qu'elles doivent ramener du résultat quand même. Mais bien sûr. Après, c'est vrai que le niveau est très haut, puisque je rappelle la dernière vainqueur en 2020, Nadia Podoroska, quelques semaines après, elle a été demi-finaliste à Roland-Garros. Et Harmonie Tan, qui était la finaliste également, elle a battu après Serena Williams. Donc c'est dire que ces joueuses, quand elles sortent de Petit-Bourg, après elles ont d'ailleurs elles sont toutes les 2 actuellement au tournoi international qui se déroule actuellement. Je ne me rappelle plus le pays, mais en tout cas, c'est ce tournoi de très haut niveau. D'ailleurs, je rappelle que ce tournoi de la ville de Petit-Bourg est labellisé labellisé French Race, c'est-à-dire que parmi les 7 tournois qui sont qualificatifs pour le tournoi de Roland-Garros. Parce que ce qui est intéressant effectivement pour les joueurs, c'est de pouvoir gagner des points dans ce type de tournoi pour se hisser dans les meilleures places du classement. Exactement, et c'est parmi les premiers tournois dans le calendrier international. Donc elles viennent toutes les meilleures à Petit-Bourg pour gagner des points et pour se hisser dans le classement et être parmi dans les Open dans les prochains jours.
Alors, on voit qu'année après année, vous pérennisez justement l'opération. Donc, est-ce que vous avez un objectif en tête ou bien tant que ça fonctionne, on y va, on balance? Alors, le tournoi actuellement, c'est un tournoi de prize money de 25 000 $. Et l'objectif, c'est de passer dans les prochaines années à un tournoi de 60 000 $. C'est dire qu'on aura des joueuses de meilleur niveau. Il faut dire également que le cahier des charges est beaucoup plus important. Le cahier des charges qui est imposé par la Fédération française et la Fédération internationale est beaucoup plus important. Mais en fait, c'est la volonté... Est-ce que nous sommes en capacité de le faire? Nous sommes en capacité de le faire, puisque le complexe de Petit-Bourg, qui est un joyau, d'après ce que disent les spécialistes, est en capacité de recevoir. Il y a la volonté du président de région, Henri Chalus, du président du département, Guy Losbar, du président de la communauté d'agglomération et du maire de Petit-Bourg, de monter en gamme sur ce tournoi-là. Donc, nous y travaillons et je crois que d'ici quelques années, nous serons 60 000 $. Un beau prize money, mais effectivement, la population demandera après d'avoir un rapport sur le fait combien ça coûte, combien ça nous rapporte. Est-ce que ce sera une manifestation viable? Ah ben, je crois qu'elle est viable, hein, puisque cette manifestation-là, puisque si vous faites le tour auprès des hébergeurs de Petit-Bourg, les gîteurs, actuellement tous les gîtes sont pleins, puisque nous faisons un devoir d'héberger les joueuses sur Petit-Bourg. Les commerçants travaillent, et puis nous sommes fortement accompagnés par des partenaires privés. Donc ça a un coût, hein, puisque c'est un budget de l'ordre de 120 000 €. 120 000 € pour l'organisation complète. Pour l'organisation complète. Mais nous sommes fortement accompagnés par les partenaires privés. Et je citerai Kia, par exemple, les automobiles Kia qui font le shuttle, qui transportent les joueuses, qui nous mettent à disposition un parc automobile pour le transport des joueuses. Donc on joue le jeu autour du tennis. On joue le jeu autour du tennis et puis c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le sport, c'est bon pour le tourisme à Petit-Bourg. Merci beaucoup Nestor Luce d'être venu nous présenter justement ce tournoi ITF. Les prochaines rencontres, s'il y a de grosses rencontres en vue? Alors il y a des rencontres tous les jours et j'invite toute la population à venir déjà pendant toute la semaine et particulièrement pour la finale qui se déroulera dimanche à 15h. Le rendez-vous est donc donné. Merci encore, Monsieur Nestor Luce, je le rappelle, élu au sport à la ville de Petit-Bourg, d'être venu nous présenter donc ce tournoi ITF qui recommence cette année après 2 ans d'interruption à cause de la gestion de crise Covid. Merci encore. Merci. Et on se rend maintenant à la Coupe à Jarry pour la présentation du magazine Chef et Table 2023. Cette nouvelle année fait ressortir de nouveaux chefs, des personnes de talent, parfois situées dans des zones peu connues et qui ont besoin de visibilité. Donc nous, on s'efforce effectivement de les mettre en lumière, de mettre leur gastronomie en lumière et aussi de valoriser ceux et celles qui existent déjà pour montrer quelque part leur durabilité et l'expérience qu'ils ont de leur métier. On nous a accueillis sympathiquement donc à la coupe, donc pour profiter d'une très belle soirée où j'ai pu donc faire découvrir mes différents mets, donc sucrés et salés, pour partager en fait mes goûts et montrer un peu ma passion. Jean-Claude fait tout vraiment pour que la profession avance et puisse avoir à sa juste valeur la cuisine aux Antilles, en Guadeloupe, puisse être connue réellement avec les gens de qualité qu'il y a. Franchement, on a une très belle relève qui commence à arriver et vraiment, ça fait plaisir. C'est une très grande fierté. Je suis très content. Après, voilà, j'ai travaillé j'ai fait ce qu'il fallait. Et donc, je suis encore plus heureux d'être mis à l'honneur ce soir dans cette très belle soirée. Le message, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la gastronomie n'est pas un jeu. C'est un travail important. Vous savez, lorsqu'on veut faire du tourisme, on doit faire de la culture et de la gastronomie.
ce sont ces deux pans-là qui sont les deux jambes d'un pays. C'est sa gastronomie et sa culture. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent pouvoir plus facilement se lancer dans le domaine de la gastronomie parce que c'est un domaine durable et ils ne doivent pas avoir peur des petites contraintes économiques ou sanitaires que ce pays-là a subies parce que ce ne sont que des éléments naturels qui passent et qui reviendront tôt ou tard dans le futur. Donc il faut s'engager, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes là pour les aider, eux, vraiment, et pour faire de leur métier sans doute un point important de ce pays. Un reportage de Vianney Valverde. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et ce soir, nous aurons nos observateurs du mardi avec qui on reviendra sur l'intelligence artificielle ChatGPT, une IA qui répond un peu à toutes vos questions. Mais ils ont un petit peu creusé et vous pouvez même formater un petit peu ces réponses, enfin orienter ou bien on va dire un peu préprogrammer un peu l'IA de façon à ce qu'elle vous réponde d'une certaine façon ou d'une autre. Enfin bon. On vous fera un petit topo juste après la pub. Et avant cela, je dis bonjour à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook. Désolé, l'appli s'est fermée. On se retrouve après la pub.